présenter nos excuses, c'est que nous commençons en retard notre conférence. Nous vous remercions d'avoir accepté de venir assister à la conférence ou de répondre à notre invitation. Nous allons tout à l'heure faire notre conférence sur l'écriture négro-africaine. Cette écriture que vous allez découvrir aujourd'hui a été inspirée par Papa Simon Kimbangu depuis 1978. Et c'est M. Wabeladou Payi David qui a été chargé, qui est aujourd'hui l'inventeur de cette écriture. Cette écriture a commencé donc à être enseignée en 1994. Je dirais que si les Arabes, les Chinois, les Russes, les Japonais et d'autres nations plus citer que cela ont leur écriture, aujourd'hui, les négro-africains ont la leur. Monsieur Wabeladou il a inventé, a mis du temps, 16 ans de travail, avant que cette écriture ne voie le jour. Comme disait Chikaya Utamsi, l'écriture est le miroir où se peigne toute la mentalité, toutes les structures culturelles, philosophiques et même économiques. Donc M. Wabeladou, depuis un certain temps, se vertue à vulgariser cette écriture, mais c'est vrai que le travail est très difficile. Date de l'invention de cette écriture pour plus de deux décennies se sont écoulées et chacun peut constater que nous avons encore beaucoup à faire pour ce projet qui va transformer notre environnement, notre image et notre place dans le concert des nations techniquement et culturellement développées. Preuve évidente que malgré la bonne volonté de M. Wabeladou Payi, la vulgarisation et l'organisation du centre de l'écriture négro-africaine qui doit connaître cette écriture n'est pas encore à la hauteur de sa tâche. C'est ce qui nous pousse à chercher les voies et moyens pour trouver les soutiens nécessaires. En effet, nous sommes appelés à mobiliser les hommes et les femmes de bonne volonté qui doivent insuffler une nouvelle dynamique au projet. L'écriture négro-africaine est un enjeu de notre avenir. Tout le monde doit agir dans la mesure de ses moyens, de telle sorte que l'écriture négro-africaine ne soit plus, d'ici quelques années, l'objet d'une simple curiosité intellectuelle, mais au contraire un instrument de notre développement. La nouvelle civilisation universelle sera une réalité au cours du 3e millénaire. Le Mandombe, parce que cette écriture, M. Wabeladou l'a appelé Mandombe. Donc le Mandombe, disais-je, est le support de cette nouvelle civilisation qui comprend 3 volets fondamentaux: la graphie, l'art Mandombe et les applications sectorielles. La graphie et l'art Mandombe sont suffisamment avancés. En effet, des milliers d'apprenants dans quelques pays, particulièrement en Afrique, commencent déjà à lire et à écrire
en Mandombe. Depuis donc la création de cette écriture, plus de 10 000 personnes ont été formées. Et les formateurs augmentent de jour en jour. Je disais 100 000 personnes, j'ai dit. Plus de 100 000 personnes, parce que heureusement. Des dispositions linguistiques et scientifiques déferlent vers le centre de l'écriture négro-africaine, obligé désormais d'être opérationnel 24 heures sur 24. L'art mandombé continue de captiver et d'émotionner avec plaisir. C'est en soi une source inépuisable d'images et de symboles riches d'enseignements. Des domaines variés d'utilisation des produits artistiques s'ouvrent joyeusement devant nous. L'espoir est donc pour nous. La suite logique et sensationnelle du mandombé constitue des applications scientifiques pouvant nous aider à accéder aux inventions ou aux recherches. C'est pourquoi la recherche des moyens pouvant soutenir le centre de l'écriture négro-africaine s'avère indispensable pour la réalisation des objets, notamment des objectifs, je disais, notamment le bulletin mensuel pour les apprenants et les membres du centre de l'écriture négro-africaine. Parce qu'il y a un journal, ou bien un bulletin qui est édité, Basango Yamandombe, en plusieurs langues, Congo, Lingala, Chiluba et autres. Il y a des manuels d'apprentissage. On organise des concours d'écriture négro-africaine et on fait des distributions de prix. Il y a des revues de publications de recherche, des voyages pour vulgariser cette écriture. Voilà, mes frères et mes sœurs, sans aller trop loin, les quelques objectifs du centre de l'écriture négro-africaine. Mesdames, Messieurs, pour des raisons de contact, l'adresse officielle pour l'instant, c'est jusqu'à nouvel ordre, l'adresse officielle du centre de l'écriture négro-africaine, c'est au 7 avenue de la République à La Courneuve. Il y a un téléphone. Je vais donc devoir donner la parole au professeur Ouazi pour faire la présentation. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Nous allons peut-être nous reprendre par rapport à ce que vient de nous dire le pasteur Baroua, mais c'est quand même bien, d'autant plus que quand on répète une science, vaut mieux la reprendre 2 ou 3 fois. Cela ne peut être que utile au niveau de l'assimilation. L'écriture mandombé. Comme on vient de le dire, c'est en 1974 que M. Wabela Durbaï, ici présent, confronte avec dignité et conviction le milieu intellectuel en vue de faire connaître son invention, l'écriture mandombé. Ce qui signifie littéralement, à la manière de noir, ou bien pour le noir, ou encore
ensemble avec les Noirs. Quoique émanant au départ d'une inspiration spirituelle, je laisse alors à M. Wabeladio de vous en expliquer de long et en large tout à l'heure. Nous disons que l'écriture mandobé ne présente qu'un seul élément, et sa symétrie et son inverse. C'est pour dire en d'autres termes sa grande originalité, puisque ne possédant pas d'alphabet comme les autres écritures que nous connaissons ailleurs. Mais pour en arriver là, il n'y a pas eu seulement une inspiration, on vous l'a dit tout à l'heure, plusieurs années de travail, de réflexion, de retour, de doute, de conviction. Le fait d'en arriver aujourd'hui, regardez, M. Wabeladio, il n'est pas très âgé, à nous mobiliser tous pour que nous puissions nous rendre compte qu'il y a un élément important qui nous appartient, que nous allons découvrir, c'est quand même dire que le travail a été très important. Et l'écriture mandobé, on peut écrire toutes les langues africaines sans exception, ce qui est vraiment impossible avec n'importe quelle écriture existant au monde. D'autres aspects intellectuels, vos applications illimitées vous seront présentées et évoquées dans un instant. Il y a un point que je voudrais un peu insister. Nous pensons que cela devrait être une orientation possible de recherche en vue de démontrer que cette graphie fait partie intégrante de toute une civilisation qui peut être perdue, mais qui va bientôt et qui est, à mon avis, récupérée. L'une des applications de l'écriture mandobé est la mise en évidence de plusieurs motifs originaux décoratifs et répétitifs que l'on appelle Kimbangula, ou en d'autres termes, on l'a dit tout à l'heure, que l'on appelle l'art mandobé. Ces motifs décoratifs sont ceux que l'on imprime sur le textile africain. Or, nous savons que les textiles africains jouent un rôle très important dans la vie des différentes sociétés, ne se limitant pas seulement aux fonctions vestimentaires. La qualité, la dimension, l'ornementation des vêtements rappellent le rang de celui qui les porte. Ce sont aussi les attributs indispensables aux rituels, naissance, mariage, décès, la coutume voulant même qu'on habille les statuettes, les masques, etc. Les motifs décoratifs de Kimbangula, que l'on rencontre dans toute l'Afrique noire, se caractérisent donc par une répétition, le plus souvent tissée et alternée par des couleurs très variées. C'est ce que je voudrais dire simplement. Il faudrait que l'on essaie de se rendre compte que de tout le temps, nos ancêtres ont eu la possibilité de se vêtir. Et quand on regarde même actuellement, leurs vêtements, nos vêtements africains ont des graphiques qui sont spécifiques et que l'on va retrouver sur l'une de ces traits que nous allons analyser aujourd'hui, celui de l'écriture mandobé. Entre les graphies décoratifs des Kimbangula et les broderies africaines sont très frappants. À l'exemple de ce textile Hausa du Nigeria, dont on sait que le motif ont influencé largement l'islam et aussi le motif oriental. Actuellement, les chercheurs affirment que on connaît très mal le passé lointain de ces différents textiles. Le plus ancien connu et daté en Afrique ont été découverts dans les pays Togo ou Mali. Ils sont
vieux, près de 2000 ans. Il y a là donc un champ d'investigation et de recherche très très vaste. Les chercheurs devront nous expliquer pourquoi actuellement en Inde, et particulièrement dans la région de Pondichéry, existent deux motifs qu'on appelle actuellement les motifs guinéens. Inscrits dans l'écriture mandobé, sont archivés en grand nombre en Hollande, en Angleterre et en Europe en particulier, et que nous sommes obligés de les acheter à prix d'or. C'est que nous pensons que peut-être nos ancêtres lointains ne savaient pas écrire, mais comment est-ce que l'on peut donc expliquer que ces multitudes de graphies décoratifs se retrouvent aujourd'hui à la base de cette écriture que vous allez découvrir, que nous pouvons lire, que nous pouvons écrire, que nous pouvons réfléchir et que nous pouvons indiquer comme étant l'une de nos bases essentielles de ce que M. Wabella Diopay, ici présent, va pouvoir vous le démontrer. Le Mandombe est une source inépuisable d'inspiration et de symboles, riche en enseignements. Je me répète, mais c'est quand même important. Nous devons le faire connaître, le diffuser, mais tout en restant vigilants. Nous devons jalousement et avec fierté protéger le Mandombe et aussi son inventeur, M. Wabella Diopay. Le Mandombe est un enjeu pour notre devenir. Nous devons l'aider à progresser en le soutenant financièrement en fonction de nos moyens, de nos pauvres moyens, mais nous devons arriver à essayer de construire ce centre qui se trouve à Kinshasa et les différentes structures existantes en Europe et partout dans le monde qui fait progresser cette invention originale. Le Mandombe ne doit plus être l'objet d'une simple curiosité intellectuelle, mais au contraire, un carrefour d'une nouvelle civilisation universelle, source de développement durable et de notre continent, en respectant toutefois nos traditions et notre environnement. Pour terminer, les Chinois, les Japonais, les Arabes, les Russes, les Juifs, les Éthiopiens, etc., écrivent dans des systèmes graphiques différents. Le monde occidental aussi. Le négro-africain ont besoin d'un élément puissant pouvant cimenter cette identité, notre identité culturelle. L'écriture mandobé doit être cet élément moteur. Je vous remercie et je passe la parole à M. Wabella Diopay qui va pouvoir vous développer l'écriture, comment ça y est. Je vais parler moi-même. Dans ce monde du troisième millénaire, où nous assistons jour après jour à de multiples scènes, carnage de toutes les couleurs, meurtre et fabrication des armes sophistiquées, bien des terriens semblent oublier la notion de l'invention noble, celle qui a pour souci majeur de sauvegarder la vie humaine, d'assurer le progrès et le développement des conditions humaines. En d'autres termes, nous voulons dire que le monde actuel se voit dominé par des troubles, des guerres de toutes sortes, des conflits de tout genre qui incitent, sans tergiversation aucune, l'homme de science à se pencher plus sur la technique négative que sur la technique positive. En vous présentant aujourd'hui mon travail,
Mon ambition est de montrer à la génération actuelle qu'en dépit de ce qu'elle vit, il existe quand même une certaine catégorie de gens qui travaillent d'arrache-pied pour le bien-être de l'humanité entière. C'est un double travail de longue haleine qui a conduit à la découverte de 2 éléments sur le mur de briques, qui nous a donné naissance à de nouveaux types d'angles qui ont rendu notre travail plus complexe. L'écriture négro-africaine que vous allez découvrir aujourd'hui ne fait du tort, ne dérange personne. Quitte à celui qui veut l'apprendre d'exprimer ses idées ou sa pensée de plusieurs manières, comme quelqu'un qui connaît plusieurs langues peut exprimer ses idées de plusieurs manières à travers toutes les langues qu'il connaît. Si vous ne pouvez pas l'apprendre pour écrire avec, vous l'apprendre pour effectuer des recherches, parce que l'écriture a des implications dans le domaine de la science. Elle a plusieurs titres. Elle préconise l'évolution d'une forme de science partant de la mécanique, de l'architecture, de l'art plastique, de la physique, de l'architecture, etc. L'écriture négro-africaine, mes chers frères, comme je l'ai toujours dit, est notre contribution à l'édifice culturel dont nous sommes tous dégatérants. Elle ne manquera pas, à coup sûr, de marquer en lettres d'or le nom de la race noire dans le concert des nations techniquement et culturellement développées. En ce qui concerne notre sujet du jour, la conférence, la démonstration que je vais faire sur l'écriture négro-africaine, nous avons toujours démontré l'écriture négro-africaine, où nous avons toujours expliqué ça en 3 volets. Au premier volet, nous avons dû parler de la révélation. Vous allez un peu m'excuser parce que parmi vous, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la religion. Puisque j'ai des preuves sur la révélation de l'écriture négro-africaine, donc j'ai toujours parlé de ces volets de la révélation. Au deuxième volet, nous allons vous parler de la découverte. Puis au troisième volet, nous allons vous parler des implications de cette écriture dans les différents domaines. C'était en 1978, j'avais l'âge de 21 ans, et j'ai dormi dans ma chambre, j'ai entendu une voix qui me disait, dans l'erreur, David, allez en Kamba, cité sainte de l'église libaniste, prier et te baigner dans la source sacrée, tu vas avoir une mission pour la race noire. Et puisque l'appel s'est répété, j'en ai parlé à mes parents dans la maison. Le même jour, la même nuit, j'ai réveillé mes parents. Les parents n'ont pas pris ça en considération. Avec mon insistance, le jour suivant, les parents m'ont accompagné quand même. Et si la route de Nkamba, nous avons vécu 7 miracles. Il y a des apparitions que j'avais vécues. Le premier miracle, je disais, c'est la voix qui continue à me dire d'aller en Kamba. Et deuxième miracle, vision d'un homme lié par des chaînes au cou, au bras et au pied par la femme de mon oncle. J'étais accompagné de ma mère et de la femme de mon oncle. Mais on est arrivé au parking, dans le véhicule, au parking, nous avons pris place à bord d'une camionnette. Dans le véhicule, la femme de mon oncle et ma tante, et vous voyez assis à ma gauche, Papa Simon Kimbangu. Ils n'ont pas pu supporter sa présence, ils ont prié à tel point que les chauffeurs ne voulaient plus le prendre parce qu'ils avaient même fui. Ils ont évacué le véhicule rapidement, à tel point que les chauffeurs étaient, surpris, étonnés. Il a dit, en tout cas, je ne sais plus vous prendre à bord de ce véhicule, certainement vous avez des problèmes pour rentrer chez vous à la maison. Donc ça, c'était le deuxième miracle. Troisième miracle, c'est sur la route de Nkamba, j'entendais des cantiques qui manissent dans le ciel. Ce qui était étonné, les gens qui étaient avec moi, ils entendaient passer des cantiques. Et je ne pourrais pas chanter ça pour raison de temps. Ceux qui veulent avoir plus d'informations sur cette révélation, il y a un manuel qui parle de la révélation de cette écriture, dans lequel on a parlé de tout ça. Toujours sur la route, arrivé à un certain niveau,
je devais prier parce qu'il faisait nuit. Pendant que moi j'ai prié, les gens qui étaient avec moi me secouent aux épaules en me disant que regardez ce qui se passe au ciel. Je regarde au ciel, j'ai coupé la prière, j'ai arrêté la prière, je regarde au ciel, je vois au-dessus de nos têtes une grande constellation d'étoiles. Toutes les étoiles se sont regroupées en un seul endroit et ça formait un joli cercle. En dehors de ce cercle, il n'y a aucune étoile qui traînait dehors, en dehors du cercle. Moi j'avais dit que c'était un bon signe, comme c'est au-dessus de nos têtes. On a continué la route, arrivé plus loin, j'ai senti la terre commencer à trembler. Moi je pensais que c'était le séisme qui était arrivé chez nous. Pendant que j'ai crié que la terre est en train de trembler, les gens qui étaient avec moi, ils n'entendaient pas ça, ils ne sentaient pas ça. Et puis soudain, à ma grande surprise, la terre a cessé de trembler. Et puis j'ai senti mes deux pieds collés au sol, je ne pouvais plus quitter. On a commencé à me tirer, mais c'était en vain. Je suis resté à cet endroit pendant plus de 5 heures du temps. J'ai pleuré parce qu'après, il y a une forte pluie qui s'est abattue. Nous étions complètement mouillés. Nous sommes restés à cet endroit. Et puis, à ma grande surprise, après 5 heures du temps, les pieds quittent le sol sans aucun effort. J'étais découragé. Je voulais même rentrer. J'ai dit, ah, peut-être Dieu ne veut plus qu'on continue la route. Nous rentrons. On voulait rentrer, la lampe tempête qu'on avait déposée au sol, on voulait prendre la lampe tempête puisqu'on avait amené la lampe tempête. Parce qu'on savait qu'on devait arriver la nuit. La lampe tempête est restée aussi collée. C'est pas possible. C'est un de mes compagnons qui avait remarqué ça. Moi-même, je suis allé, j'ai pris la lampe tempête, je tire comme ça. Le réservoir de pétrole est resté collé au sol. Moi, j'ai dit, ah, c'est ce que moi j'ai senti sous mes pieds. Comme moi j'ai quitté, abandonnons la lampe. Nous avons abandonné la lampe et on a fait demi-tour. Maintenant, arrivé dans un village, une maman qui revenait de la rivière avec son seau d'eau, dès qu'elle m'a vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait remarqué, elle a crié, elle a jeté le seau d'eau qu'elle avait sur sa tête, elle a fui dans la forêt. Donc ça, c'était le 6e miracle. Les gens sont allés dans la forêt pour lui demander pourquoi elle avait fui. Elle disait toujours, faites passer cet homme rapidement, faites passer cet homme rapidement. Bon, et puis, après, les gens nous ont conseillé de rentrer plutôt, d'arriver à la destination en Kamba. On avait fait encore demi-tour. Et puis, arrivé en Kamba là-bas, juste à l'entrée d'un Kamba, j'ai vu un noir, un homme qui était habillé en pantalon bleu, chemise blanche. Il partait aussi en Kamba, parce qu'il était devant nous. Soudain, à ma grande surprise, cet homme a fait ses bras comme ça. Pouf, il est parti dans l'espace, commençait à voler, comme un oiseau. J'ai crié que voilà un homme qui est en train de voler devant nous. Les gens qui étaient avec moi ne le voyaient pas. Il est parti, il est allé tomber devant le mausolée de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de Jésus-Christ sur la terre. Et là, il n'a pas fait très longtemps. Il est parti encore dans l'espace, tout en battant ses bras. Il est allé tomber devant le bâtiment scolaire d'Nkamba, dans une autre colline. Et là, il faisait des sons en longueur d'un bout à bout du bâtiment. Il a fait ça plusieurs fois, et puis paf, il est parti tout droit, il est entré dans le firmament. Donc voilà. Et cet miracle que j'avais vécu sur la route d'Nkamba. À mon retour, je suis arrivé en Kamba et puis à mon retour, je suis allé voir le chef spirituel de l'église Kimbangiste. Je voulais lui parler, je voulais avoir plutôt des conseils sur ce que j'avais vécu parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que je devais faire, pourquoi j'avais vécu ces miracles, pourquoi j'étais resté collé au sol, qui suis-je moi, Wabeladio, pour vivre ces miracles, et qu'est-ce que Dieu, si c'est Dieu qui a fait ça, mais qu'est-ce qu'il veut me donner comme mission? Parce que jusque-là, je ne savais pas qu'est-ce qu'il devait faire. Je suis fait l'église humaniste. Il m'a dit, mon père en 1921, quand il avait commencé son ministère, il avait prédit ça, qu'il y aura des jeunes gens qui auront des missions spéciales dans les jours à venir, et vous allez les découvrir par des signes. Ce que vous avez vécu, ce sont des signes qui montrent clairement que vous avez une grande mission que vous allez accomplir. Vous devez maintenant commencer à beaucoup prier, vous allez découvrir votre mission par la prière. Personne ne te dira la mission que tu vas avoir. Mais toi-même, tu vas découvrir ta mission par la prière. Et puis après, il me dira, les deux cantiques là que tu entendais sur la route, nous appelons ça l'église humaniste, des cantiques de promesses. Donc ça montre clairement que vous avez une mission accomplie. Et il m'a béni et puis il m'a demandé de garder contact, de parler chaque fois de l'évolution